Bonjour à vous toutes et tous pour ce nouveau café citoyen sur le nouveau désordre mondial. On parle toujours de l'ordre mondial, mais avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, on peut parler d'un nouveau désordre mondial. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants très intéressants qui sont des grands spécialistes de l'Amérique latine, enfin des politiques de l'Amérique latine et de la politique internationale. Donc, nous avons David Recondo de Sciences Po Paris et Jean-Jacques Kurlianski de la Fondation Jean Jaurès. Alors, Jean-Jacques a un petit retard, mais nous allons commencer cette session. Donc, David Recondo est diplômé de Sciences Po Bordeaux et a obtenu un doctorat en sciences politiques à l'Université Montesquieu Bordeaux. Il travaille actuellement, il est chargé de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, et il est enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est aussi coprésident de l'Observatoire politique d'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po, et il est membre du comité de rédaction de la revue Traces, Travaux et recherches dans les Amériques du Centre. Donc, bon, je vais pas le présenter plus, mais il a de nombreuses publications, il a eu de nombreuses interventions, et ben, ces dernières interventions ont porté justement sur ce qui se passe dans le monde et en particulier en Amérique latine avec, je dirais, la politique américaine de Donald Trump. Et donc, c'est à ce titre qu'il va partager avec nous ses points de vue. Nous avons aussi Jean-Jacques Kurlianski, qui est, lui, responsable de l'Observatoire Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès. Il a aussi de nombreuses publications et il a une grande, je dirais une grande trajectoire sur les politiques en Amérique latine, mais aussi sur d'autres pays comme l'Espagne. Et lui aussi, dans les dernières semaines, a fait plusieurs interventions sur ce qui se passe en Amérique latine et dans le monde avec ce nouveau, je dirais, ce nouveau désordre mondial créé par Donald Trump. Alors, pourquoi faire aujourd'hui ce café citoyen? Eh bien, c'est un peu la suite de ce qui s'est passé, je dirais, le 3 janvier, qui a été, je dirais, la goutte qui fait déborder le vase, puisque le 3 janvier, nous nous sommes réveillés avec une nouvelle incroyable et surprenante qui nous a vraiment médusés. L'exfiltration et l'arrestation de Nicolás Maduro, président du Venezuela, au cours d'une opération militaire des États-Unis réalisée à la demande de Donald Trump, président des États-Unis. Cette opération illégale en droit international est dans la suite d'un grand nombre de décisions de Donald Trump qui ont créé un véritable désordre international. Ce désordre international et ses suites sont le thème de notre café citoyen, avec de grandes conséquences dans le monde et en particulier en Amérique latine. Je m'arrête donc là pour laisser la parole à nos deux invités qui vont nous expliquer cette situation et ses conséquences. Donc je vais donner en premier la parole à David pour qu'il nous donne donc son point de vue sur ce qui s'est passé le 3 janvier, mais aussi politique de Donald Trump qui rappelle d'anciennes politiques des États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine, mais aussi
les autres actions au Groenland ou dans d'autres points de la planète. Donc, David, je te laisse la parole. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir, un honneur d'être là. C'est un public de choix que j'ai là parce que ben, vous êtes un peu partout dans le monde et ça donne toujours énormément de richesse aux discussions qu'on peut avoir. Donc j'espère qu'on aura suffisamment de temps pour pouvoir avoir une discussion et poser des questions ou partager vos propres observations sur ce qui se passe en ce moment. Alors pour ceux qui sont en Amérique latine et même pour ceux qui sont en Amérique du Nord, n'est-ce pas? On a effectivement, comme le disait François, on s'est réveillé en 2026 avec un élément relativement nouveau dans les relations internationales. Je dis relativement, je reviendrai là-dessus. Je vais parler du nouveau avant, mais c'est vrai qu'une intervention de ce type-là, ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas. Et on remonte à 1989. Souvent, vous avez lu les nouvelles dans les actualités. On fait référence à cette intervention dont vous vous souvenez certainement au Panama en 1989, où les États-Unis avaient été intervenus. C'était une intervention militaire pour emprisonner, hein, n'est-ce pas, et extraditer de force, si j'ose dire, le président Noriega du Panama. Donc il y a un précédent, puis bien sûr François parlait certainement des précédents des décennies de 1900, fin des années 50, années 1960, années 1970, où effectivement les États-Unis soit sont intervenus directement, soit ont utilisé ou ont accompagné des mouvements à l'intérieur de différents États latino-américains pour interrompre, faire tomber des gouvernements et des présidents en particulier qui menaçaient les intérêts des États-Unis dans ces pays-là. Donc l'Amérique centrale a fait l'objet, le Guatemala notamment était un des premiers qui avait lancé à cette époque-là un début de réforme agraire qui touchait en tout particulièrement les intérêts d'entreprises comme la United Fruits Company que les États-Unis avaient installée dans ce pays-là. La même chose est arrivée dans d'autres États. Euh, Vous avez en tête très certainement le Chili en 1973, l'intervention des États-Unis aussi, et le soutien militaire au coup qu'a mis en œuvre Pinochet à ce moment-là contre le gouvernement de Salvador Allende. Mais je ne cite là que quelques exemples qui sont probablement les plus connus, des formes indirectes plus discrètes d'intervention par le biais de la CIA ou d'autres agences sont arrivées assez ponctuellement ou régulièrement plutôt dans ces périodes-là. Alors c'était des périodes qui étaient toutes marquées par la guerre froide et c'est probablement ce qui change le décor d'aujourd'hui, ce qui différencie le plus notre période, la période actuelle. L'obsession durant la guerre froide, c'était le combat des communistes et la possibilité d'une influence ou d'une présence communiste en Amérique latine a suscité ces interventions multiples des États-Unis. Ça faisait longtemps que ça n'arrivait pas, et même si on a l'habitude en France de parler de l'Amérique latine comme l'arrière-cour des États-Unis, ça n'a pas forcément été le cas pendant de longues périodes. Et en particulier, on peut calculer à peu près depuis la fin des années 90, facilement la fin, deuxième moitié des années 90, jusqu'à il y a peu.
peut-être jusqu'à maintenant, en janvier dernier, mais je pense que c'est plutôt depuis le début du second mandat de Donald Trump aux États-Unis. Mais pendant cette période longue, on a eu finalement les États-Unis, les analystes divers considéraient comme une sorte de négligence bénigne. Benign neglect était le terme employé par les experts en anglais. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'Amérique latine, il y avait bien sûr des blocus, un blocus qui a tenu sur toute cette période-là vis-à-vis de Cuba, avec quelques petits aménagements très discrets dans certaines périodes et des espoirs d'assouplissement, notamment du temps d'Obama. Puis peut-être aussi une vigilance ponctuelle avec énormément de rhétorique autour du Venezuela, d'Hugo Chavez, puis de Maduro. Mais en fait, je pense que l'heure n'était pas, les intérêts des États-Unis étaient quand même bien plus dans d'autres régions, l'Orient, le Moyen-Orient, l'Orient en Amérique latine. L'Amérique latine n'était pas devenue une priorité en termes d'intervention, en termes de sécurité. La vigilance était de relative basse intensité et on était plutôt dans une sorte de positionnement rhétorique contre un certain nombre de gouvernements qui étaient considérés comme étant alignés sur les intérêts des grands méchants, des grands ennemis de l'Empire, qu'était l'Iran, qu'était l'Afghanistan ou les forces, et qu'étaient surtout les réseaux de terrorisme islamique. Cette Bon, et puis bien sûr la Russie de Poutine, bien qu'il y ait vis-à-vis de la Russie de Poutine toujours une relation très ambiguë, notamment de Trump. Donc l'Amérique latine pendant très longtemps a été en fait un petit peu oubliée, relativement oubliée, hein, j'insiste, il y avait toujours un périmètre de sécurité, un cordon de sécurité à surveiller, à maintenir de la part des États-Unis, mais c'était pas vraiment un terrain un danger éminent et un terrain d'intervention prioritaire. Il faut dire aussi que pendant longtemps, l'Amérique latine s'est complètement soumise au consensus de Washington. Alors ça a commencé à tourner justement avec l'élection de Chavez en 1998, puis toute la séquence des gouvernements de gauche qui se sont succédés à partir du début du XXIe siècle en Amérique latine jusqu'en 2015 à peu près. Euh, à ce moment-là, effectivement, on a des gouvernements qui prennent pour certains des positions qui sont ouvertement anti-états-uniennes, mais c'est pas une position majoritaire. Les gouvernements de gauche, hormis Venezuela, Bolivie, jusqu'à un certain point l'Équateur de Correa, les autres gouvernements ont des positions qui sont beaucoup plus pragmatiques. Je pense aussi au gouvernement, au premier et deuxième mandat de Lula au Brésil. Donc on a des gauches assez diverses en Amérique latine, qui sont, sauf donc les cas cités, donc Venezuela, Bolivie, Équateur, disons l'alliance bolivarienne qui est alliée à Cuba. On a pour le reste des gouvernements qui ne sont pas dans une relation d'opposition frontale avec les États-Unis. Donc, plutôt des gauches pragmatiques de ce point de vue-là, et pas de menace directe aux intérêts des États-Unis. Ça a relativement changé, donc avec les évolutions plus récentes qui sont en fait tout à fait liées au contexte global, hors Amérique latine, d'un gouvernement des États-Unis et d'un président, Donald Trump, qui euh, a comme priorité d'assurer les éléments fondamentaux de l'économie états-unienne. Donc, on n'a pas forcément, paradoxalement, hein, concernant le Venezuela, une volonté d'occupation, vraiment, mais dans cette intervention, la volonté de garantir des échanges réguliers et un commerce, donc le régulier, notamment du pétrole.
même si pour les entreprises états-uniennes, ce pétrole qui est particulièrement lourd et qui est avec une production en berne n'est pas forcément la meilleure des affaires à réaliser. Pour Donald Trump, c'est important dans un périmètre proche de pouvoir garantir des réserves, de pouvoir garantir euh, une 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 exploitation et donc un flux constant de pétrole en provenance du Venezuela. Donc ça, c'est vraiment un élément de changement. Ça se cristallise autour du Venezuela, mais c'est pas évidemment le seul pays ou le seul élément qui puisse refléter ce changement de stratégie des États-Unis. On a des interventions diverses qui sont toutes, j'insiste sur la question d'assurer l'économie et la souveraineté de l'économie états-unienne, et bien sûr qui sont fixées sur les questions de sécurité, qui est quand même un paradigme qui s'impose énormément dans la régulation de l'ordre international. En Amérique latine tout particulièrement et dans les Amériques, cette question des entreprises criminelles, que ce soit les cartels en général de ce que l'on pourrait qualifier de mafia, c'est-à-dire d'organisations criminelles qui diversifient leurs activités et qui notamment investissent énormément dans le racket, ce qui affecte tout des pans entiers de l'économie. Et en tant qu'organisation criminelle, évidemment, investissent beaucoup et ont un impact sur l'ensemble des économies en termes de blanchiment d'argent. Et bien, cet acteur criminel qui devient un acteur particulièrement intéressant pour les États-Unis. Je dis intéressant parce que c'est évidemment perçu d'une part comme une menace, mais aussi pour ce qui est du blanchiment d'argent et de la circulation comme des opportunités, en tout cas des domaines que les États-Unis doivent, l'économie états-unienne doit investir. Donc, de ce point de vue-là, on a l'impression, n'est-ce pas, je reviens à ça, d'un retour, une espèce de retour à des années révolues de la guerre froide, exception faite donc peut-être de l'intervention qui était juste à la fin de la guerre froide au Panama, n'est-ce pas, et qui était justifiée déjà par à la fois les intérêts stratégiques du canal, mais surtout par le fait que Noriega était considéré comme, et le Panama comme une plaque tournante du trafic de drogue. Et on a l'impression d'un retour, disais-je, vers le passé, mais en fait, les coordonnées sont relativement différentes. On n'a pas tellement cette teinte et cette justification politique qu'il a pu y avoir de combat au communisme. C'est pas un sujet. On a par ailleurs donc pas forcément, sauf au Venezuela, l'intention d'aller trop loin de la part des États-Unis dans l'intervention politique, c'est-à-dire d'essayer de soutenir, hormis parler que ce soit bien sûr exception faite des déclarations. Vous avez peut-être vu ça pour ce qui est des dernières élections en Honduras. Il y a une ingérence qui est rhétorique de la part de Trump et qui énonce clairement qu'il a des favoris et qui condamne au contraire ou vaut gémonie certains autres candidats. Mais hormis cette intervention, disons, un peu rhétorique, ces jugements de valeur sur les options politiques de la part de Trump, il n'y a pas une volonté d'intervention systématique dans la politique intérieure des pays du Sud. Il y a en revanche donc ces éléments de garantir la sécurité économique, garantir la sécurité contre certaines formes de criminalité. Et puis par ailleurs aussi, il y a l'Amérique latine est devenue le grand un peu le champ de lutte hein, avec la Chine et de rivalité de guerre commerciale avec la Chine, qui a eu ces dernières années de forts investissements en Amérique latine et bon, ça a été une des raisons aussi des positions, des réactions de Trump sur le canal de Panama, mais aussi face à la construction de ports, d'un port avec un investissement majoritaire de la Chine au Pérou.
Et bien sûr, les positions que vous avez peut-être vues les uns les autres concernant l'entrée excessive de produits chinois par le Mexique, qui avait vocation ensuite à gagner le marché états-unien. Donc, il y a là un affrontement avec la Chine qui n'est pas idéologique, encore une fois, on est vraiment loin d'une sorte de guerre froide 2.0, mais qui est lié aux intérêts économiques, aux intérêts commerciaux des États-Unis dans cette région. Donc voilà, on a ce panorama d'un gouvernement qui en même temps a des motivations internes, ça je tiens toujours à le dire, c'est-à-dire que il faut comprendre que l'action au Venezuela de Trump répondait aussi à une situation interne aux États-Unis et à des coordonnées, des facteurs qui sont propres à la politique états-unienne. Cet effet de la politique intérieure sur la politique extérieure, elle est vraiment très importante à avoir en tête. Euh, Confronté à un certain nombre de crises à l'intérieur et de- d'éléments de scandale autour d'Epstein notamment, et puis de différents dossiers qui touchaient Trump assez directement, euh, celui-ci a préparé n'est-ce pas, des actions pour essayer de faire remonter un peu, à la fois distraire l'opinion publique et puis faire essayer de regagner du terrain dans cette même opinion les sondages étant pas forcément très favorables, le peu de sondages qui ont été faits concernant les possibilités de son parti et de sa propre candidature dans des élections futures. Donc face à cet enjeu d'une perte relative de légitimité, Trump met en place ce genre d'intervention et la politique internationale en général est souvent le reflet de ces stratégies de politique intérieure des États-Unis. Donc voilà, il y a évidemment dans tout cela, j'ai oublié un élément fondamental qui est très important et qui préparait sans doute la situation vénézuélienne, en tout cas, de voir dans cette lecture de l'immigration comme un élément fragile d'insécurité, de fragilisation de l'économie et de la sécurité nationale. Trump a entrepris cette politique d'expulsion d'immigrer vers l'Amérique latine. Donc ça a été un élément qui nous faisait entendre déjà qu'il y allait avoir une montée des tensions dans la région avec des relations à géométrie variable, c'est-à-dire des pays qui sont amis, des pays qui collaborent et des pays qui ne collaborent pas. Donc désormais, c'est ce clivage que l'on voit en Amérique latine entre ceux qui sont plutôt prêts à poursuivre et à maintenir et entretenir et si c'est possible à améliorer les relations avec les États-Unis et ceux qui sont dans une relation encore conflictuelle avec leurs voisins du Nord. De ce point de vue-là, je vais arrêter ici ma première intervention pour laisser la parole à mon collègue, n'est-ce pas, et pas monopoliser, pas la monopoliser. Je reviendrai sur d'autres points Merci, dans notre merci David pour ce premier panorama qui nous explique bien la situation. Donc Jean-Jacques, qui nous a donc rejoint, va peut-être compléter ce qu'a dit David, et puis ensuite on fera un échange avec ceux qui nous écoutent ce soir sur des questions, on en a déjà d'ailleurs. Tu pourras donc compléter, dans un premier temps, compléter ce que vient de dire David, et peut-être nous parler un petit peu spécifiquement de différents pays, parce qu'on voit quand même que la politique de Donald Trump touche en ce moment non seulement le Venezuela, mais je dirais surtout Cuba, mais aussi l'Argentine, le Chili, le Honduras, la Bolivie et d'une certaine manière la Colombie, le Nicaragua. Avec le Brésil, on voit qu'il y a eu comme deux étapes hein, dans ce que fait Donald Trump. Mais c'est vrai qu'en ce moment, une grande partie de l'Amérique latine est concernée par les politiques de M. Trump. Je te laisse donc la parole. Bon, donc je vais essayer de répondre à cette
palette de questions. Euh, Alors avant de commencer, je pense qu'il faut parler du public qui nous écoute. C'est un public de Français ou de résidents français à l'étranger. Et les résidents français à l'étranger, comme tout résident non nationaux, non national, cherchent plutôt des certitudes, avoir un horizon de prévisibilité important, une sécurité juridique, une sécurité des personnes, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui. On est rentré dans un monde de plus en plus incertain, avec des horizons totalement nébuleux. Et alors, pourquoi? Ce monde incertain, cette incertitude a un nom de personne. C'est le nom du président des États-Unis actuel, donc qui a pris ses fonctions pour la seconde fois d'ailleurs le 20 janvier 2025, avec des conceptions diplomatiques de rupture, des conceptions tout à fait différentes de celles de ses prédécesseurs. Ces conceptions diplomatiques sont très faciles à résumer. Alors, bien souvent, le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes, d'universitaires, de commentateurs qui se sont lancés dans des recherches liées à l'histoire. Manifestement, c'est absolument pas ce qui fonde la politique de Donald Trump. Son horizon est très simple, il est très clair, il l'a revendiqué à plusieurs reprises, c'est l'Amérique d'abord et rendre sa puissance et sa force à l'Amérique. C'est-à-dire que sa politique, que ce soit d'ailleurs à l'intérieur comme à l'extérieur, repose sur le droit du plus fort, donc se placer en position permanente de force vis-à-vis de ses interlocuteurs. Ça s'est traduit comment? Ben, ça s'est traduit par la destruction systématique de l'ordre international fondé depuis la Deuxième Guerre mondiale sur le système des Nations Unies. Donc les États-Unis sont sortis, je crois, de plus de 66 organisations donc, internationales. On connaît les plus connues, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, donc la culture, la santé, mais également le pacte de Paris sur le changement climatique, donc tout ce qui concerne l'environnement. Ça veut dire que au niveau régional latino-américain, euh, toutes les structures préexistantes sont actuellement soit en sommeil, soit en difficulté. Alors je pense soit pratiquement disparu, que ce soit des structures qui étaient considérées comme libérales ou néolibérales, comme l'Alliance du Pacifique, ou plus à gauche, comme l'UNASUR ou continentale, enfin, dans le sens culturel et latino-américain du terme, quand on parle de la CELAC, la communauté des États d'Amérique latine et de la Caraïbe, tous ces systèmes qui regroupent un certain nombre d'acteurs qui étaient susceptibles de faire un éventuel contrepoids sont actuellement totalement paralysés. Ce droit du plus fort, bon, c'est vrai que lorsqu'on écoute Donald Trump, on a l'impression qu'il essaie ici ou là d'apporter des justificatifs traditionnels. Donc il a, alors son activité, son activisme sur le droit du plus fort n'est pas limité à l'Amérique latine, dont le bombardement sur l'ouest du Nigeria a été justifié par la défense des chrétiens. Euh, le Panama, la reprise en main du canal a été justifiée par la nécessité de faire barrage à la Chine. Plus récemment, son interventionnisme pétrolier sur Cuba, à ce sujet-là, il a utilisé une argumentation relevant de la guerre froide. Donc Cuba serait un pays communiste essayant de répandre ses idées sur le continent américain. Je m'arrêterai un instant simplement pour dire que dès 1996, la CIA avait produit un document signalant que Cuba ne représentait
plus aucun danger pour la sécurité des États-Unis, l'Union soviétique ayant disparu d'une part, et d'autre part Cuba ayant joué dans les années 90-92 un rôle très important dans la résolution des conflits en Afrique australe et dans les résolutions des conflits en Amérique centrale, rôle confirmé ultérieurement dans le processus de paix entre les FARC et le gouvernement colombien, qui avait abouti en 2016 à un accord de paix signé à Carthagène, dans lequel Cuba, aux côtés d'autres acteurs, dont le Vatican, avait joué un rôle reconnu, y compris d'ailleurs aussi par les États-Unis. Donc les justificatifs n'ont pas en soi n'ont pas de valeur importante ou donc une valeur relative pour Donald Trump qui les manie de façon tout à fait opportune en fonction de ses objectifs. Il lui arrive aussi de parler de la doctrine Monroe, donc d'un corollaire de Trump à la doctrine Monroe, ce qui n'a aucun sens. La doctrine Monroe, historiquement, n'était pas une doctrine offensive de la part des États-Unis, comme l'a été à partir de 1903 le corollaire dit Roosevelt à la doctrine Monroe, qui était elle carrément offensive. Si on se remet dans le contexte, il suffit de se remettre dans le contexte de 1823, date à laquelle le président Monroe a prononcé son fameux discours au Congrès et qu'on appelait la doctrine Monroe. C'était une doctrine qui visait à protéger le continent américain, les États-Unis comme les nouveaux pays indépendants d'Amérique latine, des tentatives de retour de l'Europe sur le continent américain. Donc la doctrine Monroe, bon, et simplement il faut rappeler que les Anglais avaient guerroyé en 1812 contre les États-Unis et avaient incendié Washington. L'Espagne avait la bénédiction de la Sainte Alliance pour reconquérir ces colonies qu'elle était en train de perdre. La France envisageait de revenir à Saint-Domingue. On parlait de doctrine Monroe. Bon, c'est un rideau de fumée qui n'a aucun fondement historique. Ce qui est vrai dans doctrine corollaire Trump à la doctrine Monroe, c'est corollaire Trump, doctrine Trump. La doctrine Trump, elle est très claire. Elle n'a pas de fondement historique. C'est le droit de la force. Alors, le terrain privilégié, apparemment, pour le développement de cette doctrine Trump, c'est l'Amérique latine. Alors, ça a beaucoup surpris les lecteurs du document de sécurité nationale des États-Unis publié par la Maison-Blanche au mois de novembre de l'année dernière, novembre donc 2025. Dans les priorités régionales, il y a un certain nombre de priorités régionales qui sont développés dans ce document, dans la deuxième partie de ce document. Et en point 1, il y a l'Amérique latine, ce qui est assez surprenant quand on pense que Donald Trump, comme ses prédécesseurs immédiats, Biden comme Obama, ont considéré que l'adversaire principal des États-Unis, c'était la Chine. Et pourtant, dans ce document, l'Asie ne vient qu'en deuxième position. Et ensuite, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique qui a une petite demi-page dans ce document. Alors l'Amérique latine, dans le contexte de la doctrine Trump, America First, refaire l'Amérique d'abord et reconstituer la puissance des États-Unis. L'Amérique latine, ben, c'est très clair, c'est notre hémisphère, qui est dit dans ce document. C'est une sorte de continuité, une sorte de politique intérieure des États-Unis qui efface tout ce que les latino-américains ont pu considérer comme une démarche renforçant leur autonomie qui a été accomplie dans les années 2014, 15 ou 16 au maximum. C'est-à-dire pendant les années où les latino-américains avaient des rentrées en devises importantes en raison des prix, des cours des matières premières, agricoles comme énergétiques et minérales, ce qui leur avait permis de prendre une assurance au niveau international qui s'était traduite par la création
de structures non pas intégrées, mais disons des structures associatives dont je parlais en introduction. L'Union, bon, le Mercosur, quelques années auparavant, le marché commun des pays du Sud, et ultérieurement l'Union des nations d'Amérique du Sud, la communauté des États d'Amérique latine et des sous-ensembles régionaux dans la Caraïbe, dans les pays andins. Donc tous les pays d'Amérique latine étaient plus ou moins dans une démarche collective qui avait eu d'ailleurs des traductions assez spectaculaires au sein de l'OPEP avec le rôle joué par le Venezuela et au niveau alors plus internationaliste, international, le rôle joué par le Brésil pour tendre des ponts, organiser des sommets entre l'Amérique du Sud et l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Sud et les pays d'Amérique latine, ce qui avait débouché sur une reconnaissance internationale. Le Brésil associé avec le Chili, s'était vu confier pour la première fois depuis la création des Nations Unies la gestion d'une opération de paix en Haïti, la MINUSTAH, la mission de stabilité en Haïti des Nations Unies, de stabilisation de Haïti des Nations Unies, et un moment diplomatique assez insolite, le Brésil, associé à la Turquie, avait essayé en 2010 de jouer un rôle de médiateur dans le différend nucléaire iranien, ce qui n'avait d'ailleurs pas plu aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui, après avoir donné au Brésil et à la Turquie un feu clignotant en pensant que l'initiative avait échoué, et à partir du moment où l'Iran a donné une suite positive à cette démarche, un coup de sifflet final avait été donné et le Brésil et la Turquie avaient été priés de rentrer dans le rang. Il n'empêche que pour la première fois dans l'histoire de l'Amérique latine, le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y avait eu un pays, c'est vrai que c'est la plus grande économie de l'Amérique latine, le Brésil, qui était rentré dans un jeu diplomatique de dimension mondiale. Donc tout ça, c'est fini. Donald Trump, et il l'a confirmé euh, par ses actions en début de mandat, et il l'a confirmé en écrivant ou en faisant écrire le document précité sur la sécurité des Nations Unies, des États-Unis, pardon, publié en novembre 2025. L'Amérique latine est vouée à être une sorte de protectorat dont les ressources doivent converger vers les États-Unis et dont la diplomatie doit être alignée sur les États-Unis. Euh, une démonstration pratique en a été donnée ultérieurement dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier, avec donc la séquestration spectaculaire du président d'un pays d'Amérique latine. Alors, quel que soit ce qu'on pense de Nicolas Maduro, c'est de lui qu'il s'agit. C'est l'acte en lui-même, avec la violation du droit international qu'elle suppose, mais qui est conforme à la feuille de route de la diplomatie des États-Unis qu'a donné Donald Trump au mois de novembre. Une sorte de protectorat a été créé. Alors je dis protectorat parce que le système, le régime a été maintenu en place. Ça rappelle le protectorat exercé par la France sur la Tunisie à partir de 1882. Donc euh, le pouvoir bolivarien, entre guillemets, reste formellement en place, mais comme l'a dit Marco Rubio, donc le ministre des Affaires étrangères, son titre exact dans le jargon administratif des États-Unis, c'est secrétaire d'État. Donc Marco Rubio, qui a comparu il y a une dizaine de jours devant la commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis, a dit, bon ben, le pétrole est à nous, ils font ce qu'on leur dit de faire. Delcy Rodriguez, qui est la présidente actuelle, était une excellente présidente. Elle connaît bien les problèmes du pétrole. Elle gère bien, elle fait ce qu'on lui dit. Elle fait ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que, par exemple, tous les contrats pétroliers qu'avait passé le Venezuela avec la Chine, avec Cuba, ont été suspendus
Et le Venezuela, donc, livre du pétrole au pays que lui désignent les États-Unis, un bateau pétrolier vénézuélien qui, pour la première fois, est en cours de chargement et de voyage en direction d'Israël, ce qui est tout à fait nouveau pour le Venezuela. Et le gouvernement des États-Unis a, pour l'instant, de façon provisoire, ouvert un compte à Qatar pour mettre l'argent du pétrole vénézuélien, dont il a la clé, et en reverser une partie aux autorités vénézuéliennes pour qu'elles puissent payer leurs fonctionnaires. Donc c'est quelque part ce qui s'est passé au Venezuela, c'est la mise en application, en exercice pratique de la déclaration de la feuille de route qui a été publiée en novembre, qui a valeur d'exemple pour le reste de l'Amérique latine, mais aussi pour le reste du monde. Hein. Il faut pas... Un certain nombre d'observateurs se sont focalisés sur tous ceux qui suivent l'Amérique latine et sur Trump et l'Amérique latine. Non, ce que fait Trump en Amérique latine, il le fait plus facilement parce qu'il est en situation d'asymétrie à 100%, asymétrie militaire, asymétrie économique, asymétrie financière, asymétrie diplomatique, asymétrie technologique. Donc, il est maître du jeu et des cartes en Amérique latine, beaucoup plus qu'il ne peut l'être, y compris en Afrique, et donc a fortiori en Asie et même en Europe, bien que il est manifesté à propos du Danemark et du Groenland à l'issue de son opération vénézuélienne, tentative de procéder de la même façon au Groenland. Manifestement, là, il y a eu un réveil minimal des pays, de certains pays européens qui ont conduit Donald Trump à suspendre provisoirement son ambition territoriale sur le Groenland qui lui ressort du Danemark aujourd'hui encore. Euh, mais en ce qui concerne l'Amérique latine, il n'a pas ces barrières, il n'a pas ces problèmes et il peut mettre en action, faire la démonstration d'un certain nombre de choses dont il souhaite, dont il peut, dont il veut une extension à l'échelle du monde. Un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la fragmentation des réponses au niveau latino-américain comme au niveau mondial et même au niveau européen, ce qui lui assure une impunité totale. Fragmentation des réponses face à ce que Donald Trump a fait en Amérique latine, au Venezuela, face à ce qu'il est en train de faire à Cuba, ce qu'il a fait à Panama. On oublie, il a fait tellement de choses que Panama est peut-être passé au second plan, mais dès sa prise de fonction, il avait tapé du poing sur la question panaméenne en disant le canal, nous allons le reprendre après tous ces nous qui avons fait l'investissement, c'est nous qui l'avons construit. Il n'est pas normal que ce soit des étrangers au continent américain, donc des Chinois, qui en assurent le contrôle. Qu'est-ce que voulait dire Trump à ce moment-là, à propos de Panama? Au moment de la rétrocession du canal, les Panaméens avaient décidé de mettre en valeur ce qui n'était que jusque-là qu'un canal, un tuyau pour faire passer les bateaux de l'Atlantique vers le Pacifique. Ils avaient lancé des appels d'offres pour créer des installations pour des porte-conteneurs sur la façade Caraïbe autour de la ville, près de la ville de Colón, et à l'autre sortie du canal, à Panama ville, la ville de Panama, sur la façade Pacifique. 2 ans avant la rétrocession du canal, les règles d'un appel d'offres avaient été établies. Cet appel d'offres, en 1998, avait été emporté par une société de Hong Kong, Hutchison Whampoa, qui s'est vue contestée de façon brutale par Donald Trump, puis par les envoyés spéciaux de Donald Trump qui se sont rendus, Marco Rubio, puis le secrétaire à la Défense, aujourd'hui secrétaire à la guerre,
qui ont fait de multiples visites à Panama, dont l'issue, bon, les Panaméens ont essayé de sauver la face, mais d'une façon qui ne leur personne. La Cour suprême panaméenne récemment a déclaré que finalement l'appel d'offres n'avait pas été rédigé dans des termes répondant à ce qu'exige la loi. Et donc, comme l'appel d'offres était illégal, ceux qui avaient gagné l'appel d'offres n'avaient aucune raison valable pour poursuivre leurs activités. Et donc, du jour au lendemain, cette société chinoise s'est vue donc retirer la gestion des ports porte-conteneurs dont elle assurait la, la- la responsabilité à Colón comme à Panama. Là non plus, il n'y a pas eu de réponse solidaire de l'Amérique latine à l'égard de Panama. Plus, plus je ne sais pas si on pourrait dire plus préoccupant, mais plus révélateur de cette situation, on constate qu'il y a une fragmentation des pays latino-américains. Il y a des pays latino-américains qui envisageraient de résister et d'autres qui ont choisi de sauver les meubles, ce qui peut être sauvé, en acceptant de gré ou de force de suivre Donald Trump. Donc, dans la catégorie des pays solidaires, bon, il y a bon, effectivement le Brésil, on peut y mettre la Colombie, on peut y mettre le Chili de Boric jusqu'aux dernières élections qu'il a perdues au mois de décembre. Ces présidents-là, effectivement, ont fait une déclaration condamnant la violation du droit international au Venezuela. Ils se sont rendus il y a quelques jours à Panama à l'occasion d'une conférence économique organisée par la Banque des pays d'Amérique latine, la CAF. Ils se sont fait prendre en photo sur le canal. Après la décision de Donald Trump d'étouffer économiquement Cuba, le prélèvement de pétrole, ils ont publié des communiqués, mais le constat que l'on peut faire, c'est que les différents pays d'Amérique latine qui veulent résister se limitent à des communiqués. La résistance la plus manifeste, celle qui a même été publiquement prononcée, celle de Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, qui, face aux menaces de Donald Trump, menaces tarifaires sur tout pays qui accepterait de vendre du pétrole à Cuba, a suspendu au mois de janvier les livraisons de pétrole qu'elle effectuait en direction de Cuba. Elle a malgré tout décidé d'envoyer une aide humanitaire, mais c'est pas la même chose, donc 800 tonnes de produits alimentaires, de médicaments et autres, mais c'est pas ça qu'attendent les Cubains, mais qui ont évidemment remercié euh, Claudia Sheinbaum, parce que effectivement c'est le seul pays d'Amérique latine et même le seul pays du monde qui ait fait un geste concret en direction de Cuba, qui est effectivement actuellement sous le coup d'un blocus pratiquement total de livraison de pétrole. Au niveau international, le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a également des divisions au niveau européen. Il y a un certain nombre de pays européens comme la Hongrie, l'Italie, la Slovaquie, qui regardent plutôt d'un bon œil ce que peut faire et ce que peut dire Donald Trump. Les dirigeants de ces pays ont côtoyé le Parti républicain au sein de grandes rencontres, de conférences conservatrices organisées par une organisation proche du Parti républicain ou par le parti espagnol Vox. En Amérique latine, on trouve le même penchant. Il y a des gouvernants qui ont également des amis idéologiques du Parti républicain des États-Unis, qui ont participé aux mêmes conférences.
et qui, pour des raisons alimentaires ou autres, financières, dans le cas de l'Argentine, considère il n'y a pas d'autre solution que de s'aligner sur Donald Trump. Les propos que tient le président Javier Milei à ce sujet sont extrêmement clairs. Il a d'ailleurs sanctionné ces diplomates qui, il y a plus d'un an, avaient décidé de voter contre la perpétuation. C'est un vote qui a lieu traditionnellement à l'automne à l'Assemblée générale des Nations unies, de condamnation des sanctions des Nations unies à l'égard de Cuba. Donc, l'Argentine, traditionnellement, voté cette motion. Et cette fois-ci, donc l'année dernière, les diplomates argentins qui n'avaient pas suffisamment manifestement consulté leur ministre des Affaires étrangères ont été sanctionnés par Javier Milei, qui a voté non. Mais le gouvernement de l'Équateur est sur la même longueur d'onde, le gouvernement du Honduras est sur la même longueur d'onde, le nouveau président du Chili, José Antonio Cast, qui va prendre ses fonctions le 11 mars, est sur la même longueur d'onde. Bon, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections en Colombie, élections législatives au mois de mars, élections présidentielles à la fin du mois de mai et en fin d'année, au mois d'octobre, au Brésil. La situation, il est difficile de faire des pronostics sur le résultat des élections présidentielles en Colombie, même si les sondages pour l'instant placent le candidat qui assurerait la continuité de Gustavo Petro, qui s'appelle Ivan Cepeda, en tête des sondages. Euh, Il reste à savoir comment vont se comporter les différents candidats de droite qui, pour l'instant, sont divisés et en concurrence. Comment vont-ils se comporter au cours de ces élections et si le président Donald Trump, comme il l'a fait au cours de la campagne électorale en Argentine et comme il l'a fait au cours de la campagne au Honduras, mais il ne l'a pas fait au Chili, interviendra directement pour favoriser les candidats qu'il considère comme lui étant proches. Donc face à cette fragmentation des réponses, euh, l'impunité de Donald Trump paraît totale. Il en est arrivé au point où il envisage de créer une sorte d'ONU bis, un conseil de la paix, Junta de la Paz, dans sa traduction en espagnol latino-américaine, qui fonctionnerait comme une sorte de Rotary Club. D'ailleurs, il y aurait un droit d'entrée extrêmement élevé en dollars. Et ce conseil de pays amis serait présidé par Donald Trump et exercerait les fonctions qui relèvent jusqu'aujourd'hui des Nations Unies, qui apparaissent elles aussi un peu pédalées dans le yaourt, dans la mesure où Donald Trump pratique euh, non pas la chaise vide, mais la chaise niette, la chaise non au Conseil de sécurité, et qu'il envisage, il aurait envisagé de sortir d'autres organisations qui pourtant sont des organisations intergouvernementales reposant sur la défense de l'économie de marché comme l'OCDE. Il avait envisagé, dans un premier temps, une sortie des États-Unis de l'OCDE. Finalement, il s'est ravisé, mais apparemment, les États-Unis ne sont pas représentés à un niveau qui devrait être le leur dans ce genre d'organisation. Ce sont de jeunes diplomates qui sont envoyés au sein de l'OCDE et qui ont pour mission de dire non à tout. Ce qui me conduit à conclure en revenant sur ma conclusion. On est entré depuis le 20 janvier de l'année dernière dans une période d'incertitude, mais une période d'incertitude qui a l'air de devenir structurelle avec un horizon qui est de plus en plus bouché, sauf à considérer que le changement, si changement il peut y avoir, viendrait non pas de l'extérieur, du contrepoids extérieur, mais viendrait de l'intérieur des États-Unis, comme on l'a vu avec le demi-retrait de la police de l'immigration de ICE à Minneapolis, euh, qui est lié à la réaction de la population
et à la perspective des élections de mi-mandat aux États-Unis le 3 novembre. Donc, il est possible que si cette tendance de Minneapolis réveillait le Parti démocrate, que un changement pourrait être envisagé ou envisageable à partir d'une réaction de la population aux États-Unis et du Parti démocrate, beaucoup plus que d'une réaction au niveau international. Merci. Vraiment, tes commentaires ont bien complété que nous a dit David. Je crois que maintenant, on a des idées, je dirais, très claires sur ce qui se passe en Amérique latine et aussi dans le monde. Donc, on va maintenant voir quelles sont les questions de nos auditeurs d'aujourd'hui. Euh, alors moi j'avais une question, que devient, parce que j'en entends plus parler depuis un certain temps, que devient l'OEA, l'Organisation des États américains, qui, j'ai l'impression que du coup, avec la politique de Trump, elle est passée à la trappe. Et dans les premières questions qui nous sont posées, c'est que va devenir le pétrole vénézuélien, puisque d'un côté, il n'alimente plus Cuba. Il semblerait, et tu l'as confirmé, qu'il y aurait des bateaux qui seraient prêts à partir vers Israël. Que disent les Chinois et les Russes qui recevaient aussi du pétrole du Venezuela? Est-ce que vous avez des idées sur ce que va devenir, je dirais, le pétrole vénézuélien et quelle va être la suite? Que va-t-il se passer? Parce que là, vraiment, les deux pays les plus touchés par la politique de Trump, c'est Cuba et le Venezuela. Que va-t-il se passer? Euh, que que peut-on, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui va se passer dans ces deux pays? Car Cuba est complètement asphyxié aujourd'hui. Est-ce Alors, que... je sais pas, Ouais. tu veux Oui, oui, continuer, Je David? reprends. Bon, Oui, oui. merci. Les questions sont très intéressantes. L'OEA est finalement, comme toutes les... C'est vrai on n'a pas parlé de l'OEA en particulier, mais le peu de ce qui existait du système interaméricain est entre parenthèses aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas de capacité. Le vote des États-Unis un veto absolu, donc il n'y a pas d'action, de décision ni de déclaration ferme de la part de l'OEA dernièrement, qui est devenue finalement une sorte d'éléphant blanc, on va dire, pour cette période plus récente. Alors il y avait eu des missions électorales, d'observation électorale, qui des élections vénézuéliennes avaient quand même clairement indiqué que les élections n'avaient pas été conduites selon les standards internationaux. Mais depuis, on n'entend plus parler de l'OEA. Euh, de ce point de vue-là, c'est tout à fait le reflet de ce que Jean-Jacques a bien décrit, c'est-à-dire qu'il y a le multilatéralisme est le grand perdant de ce qui se passe. C'est-à-dire un certain multilatéralisme que nous avons connu jusqu'à maintenant, qui semblait pouvoir se consolider est totalement suspendu pour l'instant. Donc voilà, il en est de l'OEA comme du reste des organisations internationales. Alors, en ce qui concerne le pétrole, euh, je voudrais peut-être nuancer un peu le propos, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a une grande attente de ce côté-là, mais il faut bien rappeler que la production vénézuélienne était vraiment dans un état catastrophique. Une baisse, non seulement une baisse de la production, mais rien n'ayant été. Bon, cela s'explique en partie parce il n'y a pas eu d'investissement dans l'entretien, en fait, des infrastructures et il n'y a pas eu de nouvelles explorations non plus pendant des années. Donc, cette gestion calamiteuse a fait que la production est baissée de façon significative. Il faut aussi rappeler que le cru vénézuélien est particulièrement lourd et qu'il est donc moins intéressant que d'autres. Néanmoins,
il est toujours intéressant. Et évidemment, c'est toujours quelque chose qui a une valeur sur le marché international et qui intéresse un certain nombre de pays. La Chine, néanmoins, il faudrait peut-être aussi faire un deuxième ou troisième bémol là-dessus. La Chine n'a jamais vraiment été le plus grand importateur de pétrole vénézuélien parce que très tôt du temps d'Hugo Chavez, des calculs ont été faits et en fait envoyer un pétrole aussi lourd en bateau de l'autre côté de la planète pour être raffiné sur place, c'était pas rentable. Donc je doute que la rentabilité du pétrole vénézuélien pour les Chinois ait vraiment changé aujourd'hui. Euh, on peut néanmoins penser à la Russie, certainement, ça fait un peu plus près, même si c'est pas idéal. Mais ce sont pas, je pense, le Venezuela n'est pas leur fournisseur principal et c'est peut-être pas quelque chose qui représente vraiment un problème immédiat, le problème immédiat le plus important. Quant aux exportations en Israël, oui, c'est certainement. J'ai eu il y a évidemment une couverture des médias mais je n'ai pas eu plus de détails. Il faudrait attendre de voir ce que ça représente, si ça va vraiment représenter un canal ou un circuit de commercialisation constant, régulier. Euh, Là, j'aurais malheureusement peu d'informations complémentaires à donner que ce que vous savez probablement déjà. Alors, je regarde en revanche pour les autres, peut-être les autres questions qui ont été posées, où je passe la parole à Jean-Jacques. Juste, le rôle de l'OTAN n'est pas aussi affaibli puisque Trump fait cavalier seul. Bon, ben oui, bien sûr, je pense qu'il en est de l'OTAN comme il en est du reste des instances de coopération multilatérale quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un espèce d'hiver du multilatéralisme. On est entré dans une phase que que les Européens reflètent aussi, hein, les rapports entre pays européens et les capacités d'action conjointe, hormis la routine de fonctionnement de l'Union européenne. En matière internationale, l'Union européenne, les Européens en général, sont quand même, parlent de plusieurs voix, sont incapables de parler à l'unisson, sont incapables d'avoir une stratégie commune. Donc je pense que l'OTAN est en fait tout à fait représentative de cela. Voilà, il y a d'autres questions qui tombent, mais je veux pas monopoliser la parole, donc Oui, et puis on François, va peut-être aussi donner la parole. Il y a quelques mains qui bien se sûr, lèvent. On pourrait donner la parole à Samuel du Mexique. Ok, merci. Bonjour David. Bonjour François, bonjour bonjour Samuel. Monsieur Kurlianski. Donc Samuel Bourdeau, expert technique international en développement énergétique durable, basé au Mexique, employé d'Expertise France. Je travaille pour les États de Tamaulipas, Campeche, et on a des réunions mensuelles de tous les experts techniques internationaux dans le domaine énergétique, et on l'a eu justement ce matin. Et il y a un autre expert technique qui est à Houston. Donc ce que je vais vous dire là, c'est sous couvert de ce qu'on a pu se dire ce matin. Donc par rapport au pétrole vénézuélien. C'est un brut lourd, oui, David, mais ça intéresse les États-Unis puisque les raffineries qu'ils ont sont justement configurées pour du pétrole lourd. Lourd. Donc, ils sont intéressés par ce pétrole. Maintenant, est-ce que ça va affecter énormément la Chine, etc., qu'il y ait moins de pétrole à leur arrivée? De toute façon, il y en avait déjà très peu qui y arrivaient puisqu'effectivement, la production était proche de zéro quasiment dernièrement. Et les entreprises nord-américaines ont déjà indiqué très clairement qu'ils ne souhaitent pas aller au Venezuela parce qu'effectivement, il y a une instabilité. Il n'y a pas d'assurance juridique, il n'y a pas, il y a toutes les plateformes, etc., c'est en train de tomber complètement rouillé, etc., parce qu'il n'y a pas eu de maintenance de fait. Donc, c'est pas du tout intéressant pour eux d'y aller. Donc, ils n'envoient que des prestataires de services. Ça, je voulais dire ça d'un côté. Et de l'autre côté, pour une précision par rapport à la Chine, justement, ce matin, notre expert technique international qui est à Houston nous disait que les Nord-Américains, en fait, peu importe pour eux ce qui est en train de se passer par rapport aux droits de douane, etc. Ils importent de Chine parce qu'ils en ont besoin, surtout en termes de cellules photovoltaïques, puisqu'au Texas, en ce moment, il y a un développement énorme. Ils ont besoin d'énergie pour leur data center. Et donc,
ils se fichent complètement du coup. Ils continuent à avancer. Donc la Chine avec les États-Unis, en fait, il y a un beau parler politique, mais dans le concret, il y a une relation qui continue à être forte. Voilà, je suis désolé d'avoir pris un petit peu de temps, mais je crois que ça apporte un petit peu d'éclairage sur ce qui a pu être dit. Merci, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si tu veux réagir par rapport à ce qui vient d'être dit Bon, par David et par Samuel. oui, sur l'OEA, c'est très bref, hein. On parle beaucoup de pétrole, et surtout parler de pétrole. Non, l'OEA, comme toute organisation internationale, n'intéresse pas Donald Trump, hein. Ce qui l'intéresse, c'est de bilatéraliser les relations qu'il peut avoir avec toutes sortes de partenaires. Donc, États-Unis, Panama, on en a parlé, États-Unis, Venezuela, on a vu, États-Unis, euh, Cuba. Il reçoit éventuellement, il convoque, il reçoit, donc Javier Milei, Gustavo Petro récemment, mais il n'y a pas de structure, il s'embarrasse pas, il n'en veut pas de structure intergouvernementale qui viendrait jouer un rôle entre ce qu'il considère comme devant être son rôle et son devoir d'affirmer la puissance des États-Unis, qui ne peut se manifester de façon efficace que de façon asymétrique, en direct, États-Unis et partenaire X. Concernant le pétrole, donc Venezuela-Cuba, je dirais que la situation de Cuba est beaucoup plus dramatique que celle du Venezuela, bien qu'il n'y ait pas eu d'intervention militaire à Cuba. Pourquoi? Parce que l'enjeu vénézuélien est un enjeu pétrolier, un enjeu matériel. Le secrétaire d'État Marco Rubio l'a très bien expliqué à ses anciens collègues sénateurs. Nous avons une politique au Venezuela en trois temps. Un, stabiliser. Donc, il faut que laisser les autorités actuelles contrôler le pays. Une fois que le pays est stabilisé, on réorganise. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'investissements à faire pour remettre la machine pétrolière en marche. Ça sera la deuxième étape. La troisième étape, on verra plus tard. C'est l'étape des élections, de la transition politique qui est renvoyée au calendrier grec. En ce qui concerne la deuxième étape, il y a une initiative qui a été prise par Donald Trump en vue de la préparer. Il a réuni dans un salon de la Maison-Blanche, le salon Est, les plus grandes sociétés pétrolières des États-Unis, la Eni italienne, Repsol, l'espagnole, Shell, anglaise, en vue, et il leur a dit, bon voilà, j'ai repris le pétrole en main, à vous maintenant de jouer en vue de nous permettre d'entrer dans la phase 2. Parce que, comme a dit Marco Rubio au sénateur, le pétrole est à nous. Le pétrole est à nous, son argent est géré sur un compte et les lieux de vente et les points de vente sont fixés par les États-Unis. Le Venezuela n'a aucune maîtrise sur son pétrole, hein. Il est devenu une sorte de protectorat. Les dirigeants actuels, en échange d'accepter ce protectorat, restent en place, sont payés. Il y a une partie des fonds du pétrole, donc qui pour l'instant sont à Qatar, avant d'être gérés sur un compte qui devrait être créé, ouvert aux États-Unis. Donc ils sont payés, les fonctionnaires sont payés, mais tout ça est contrôlé par Marco Rubio, par les États-Unis. Donc le pétrole vénézuélien n'est plus en soi vénézuélien. En ce qui concerne Cuba, Cuba a besoin de 110 000 barils jour de pétrole. Il en produit 40 000. Il y en avait 30 à 40 000 barils qui étaient fournis par le Venezuela. C'est fini depuis le mois de janvier. Et 17 à 18 000 qui étaient fournis par le Mexique, c'est fini également. Plus personne ne veut livrer de pétrole à Cuba, donc qui se trouve dans une situation où la vie quotidienne est devenue extrêmement difficile. Selon certains observateurs, elle est encore plus difficile que celle qu'a vécue Cuba pendant ce qu'ils appellent la période spéciale, quand l'Union soviétique a disparu et que les livraisons de pétrole soviétique n'ont pas été reprises, n'ont pas été poursuivies par les nouvelles autorités russes. Donc c'est une économie de guerre, une économie de gestion de la pénurie,
où les Cubains sont en train de mobiliser l'attraction animale, le bois et le charbon pour produire de l'énergie, les panneaux solaires qu'aurait fourni la Chine et des coupures d'électricité qui sont dans la capitale de 13 à 14 heures et qui peuvent aller à 20 heures et plus à l'intérieur du pays. Les transports en commun ont été suspendus et donc il y a des réorganisations de la pénurie au niveau de chaque région dans laquelle on signale qu'il y a un certain nombre de travailleurs pour se rendre, notamment des travailleurs agricoles, dans les régions rizicoles du pays, qui font 15 kilomètres à pied aller, 15 kilomètres à pied retour tous les jours pour pouvoir faire leur travail. Donc, on, la- à partir de là, il y a une question qui vient naturellement. Est-ce que la population cubaine, quelle va être la réaction de la population cubaine? Euh, Est-ce que Trump ne cherche pas à provoquer des mouvements de protestation, des émeutes de la faim, puisqu'il y a ce problème-là également qui est posé? Mon hypothèse, qui est la plus vraisemblable, compte tenu de ce qui s'est passé dans des situations relativement identiques dans le passé, c'est un effet boomerang qui est pas souhaité par Donald Trump, mais qui paraît à terme inévitable si cette pénurie pétrolière se poursuit, c'est le départ massif de Cubains de leur pays. Il y en a déjà environ 1,5 million qui sont partis ces 5 dernières années. Le gouvernement du Nicaragua, probablement avec l'accord du gouvernement cubain, puisque le Nicaragua est la voie de sortie la plus utilisée par les Cubains depuis quelques années, depuis qu'ils ont l'autorisation d'avoir des passeports et de sortir, ce qui n'était pas le cas sous Fidel Castro. Le gouvernement du Nicaragua a annoncé une simplification des procédures de délivrance des visas aux citoyens cubains et que ces visas seraient gratuits. Donc on pourrait se trouver dans une situation où les flux migratoires via le Nicaragua viendraient peser sur le Mexique, comme ça a été le cas dans le passé, et sur indirectement, dans un deuxième temps, sur les États-Unis. Alors le tout est de savoir si c'est ce que cherche Donald Trump. Probablement non, puisque cette semaine, il y a un avion qui est arrivé à Cuba en provenance des États-Unis avec 170 Cubains en situation irrégulière aux États-Unis. C'est donc parallèlement, Trump veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut la fin de Cuba, mais il ne veut pas des migrants, il les renvoie. Donc il y a là une contradiction et un paradoxe dont on ne voit pas très bien comment il pourrait être réglé dans la mesure où l'hypothèse la plus vraisemblable est celle de la sortie de centaines de milliers de Oui, Cubains de leur pays en raison de la situation économique et sociale. oui. Peut-être, je David, voulais dire un mot, oui, juste un Oui, mot, en essayant de se projeter, en fait, parce que c'est ce qu'on a le plus de mal à faire, et je crois qu'il y a, je sens bien dans les questions, qu'il y a le besoin d'essayer d'élaborer un peu des hypothèses sur ce qui peut arriver. oui, tout à Et fait. Jean-Jacques l'a bien fait, a bien commencé là, avec ses derniers propos. Je pense qu'en fait, si on essaie de comprendre qui est contre et qui peut freiner ou pas, ou qu'est-ce qui peut donner un changement dans les stratégies des États-Unis, c'est la politique intérieure. On en revient toujours à la même chose. Il y a des élections en novembre prochain, les fameuses midterm elections, donc les élections à mi-temps législatives aux États-Unis. Il y a déjà, les démocrates ont déjà, par exemple, proposé une initiative dès maintenant pour modifier la doctrine Monroe. Et donc, bon, c'est là, peu de chances de réussir, mais il y a déjà une opposition active. C'est pas, Trump n'est pas dans un désert, il a pas absolument tous les pouvoirs. Donc, je pense qu'il faut regarder de très près, et il est très probable, avec ce qui s'est passé dernièrement autour des conflits à Minneapolis et ailleurs autour de la question de l'expulsion des immigrés, c'est qu'il y ait un mouvement d'opinion fort
fort et un changement politique et probablement une alternance à un moment donné, soit en novembre prochain avec une majorité d'opposition au Congrès, soit évidemment en 2028 les prochaines élections présidentielles. Je crois que c'est ça le facteur principal qui peut changer la donne dans cet ordre ou désordre international où effectivement c'est la loi du plus fort qui semble régir ces relations. Euh, pour ce qui est de la région, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Peut-être que, en fait, il y a simplement une sorte je pense pas à une intervention directe des États-Unis comme celle qui a eu lieu au Venezuela. À Cuba, je vois pas vraiment un intérêt direct de ce point de vue-là. C'est un symbole. Cuba. Et si on en parle autant, c'est que c'est aussi un symbole pour la France, mais en fait, c'est vraiment un tout petit pays qui pèse pas beaucoup dans les relations internationales et qui pèse pas beaucoup dans l'économie de cette région-là, donc de la région Caraïbes et de la région Amérique latine en général. Donc c'est le symbole. Donc le symbole, ça se traite par des déclarations, par d'autres symboles, mais pas forcément par un investissement matériel, militaire, stratégique euh, qui n'aurait pas vraiment d'intérêt, qui n'aurait pas vraiment qui ne serait pas du tout rentable, qui présente aucun avantage. Donc, effectivement, laisser pourrir, peut-être forcer à une situation de changement politique en interne, c'est probablement le scénario le plus plausible concernant Cuba. Pour le reste, je pense pas que Trump soit dans un interventionnisme forcené. Je pense que Venezuela est une exception, d'une certaine façon. Ça va pas être la règle, parce que la règle est quand même ce que MAGA et l'électorat de Trump voulaient, et ce à quoi il s'est engagé, c'est-à-dire de pas faire le moins possible d'interventions directes à l'étranger. Donc, dans ce sens-là, il fera feu de tout bois avec tous les leviers, à commencer par ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire les politiques de droits de douane, pour contraindre les économies des États d'Amérique latine, euh, contraindre aussi par d'autres démarches d'ordre commercial, mais certainement pas en faisant des interventions directes policières et ou armées dans les autres pays d'Amérique latine. Donc pour répondre à une des questions sur qui gagne, qui perd, pour l'instant on est vraiment dans un espèce de jeu très relatif où certains pays arrivent à louvoyer, le Mexique louvoie en fait clairement. Ils disent on envoie de l'aide humanitaire, mais ça a déjà été dit aussi, on n'envoie pas de pétrole, on va quand même pas brusquer à ce point-là notre principal associé, partenaire commercial des échanges que sont les États-Unis pour le Mexique. Donc, je pense qu'il y aura toujours une espèce de jeu qui cherchera à ménager le chou et la chèvre de temps que Trump sera avec une majorité au Congrès et à la tête de la présidence des États-Unis. Euh, les perdants sont ceux qui sont dans une situation économique et dans un affrontement politique direct. Mais de ce point de vue-là, c'est pas, encore une fois, la question est quels intérêts peuvent avoir les États-Unis à contrôler l'économie de ces pays-là. Voilà. Donc les pays les plus fragilisés sont plus susceptibles d'être dans une relation d'asymétrie qui favorise les États-Unis. Et par ailleurs, Trump devra, et il le fait tout le temps, négocier avec les autres pays. C'est-à-dire avec le Brésil, il y a des négociations, y compris pour éventuellement l'exploitation de terres rares. Donc il se peut très bien qu'il y ait des rapports de négociation entre Lula et Trump sur des enjeux d'extraction, d'activités extractives de ce genre-là, comme il y en aura certainement avec le gouvernement chilien et avec les prochains gouvernements qui seront élus dans les pays d'Amérique latine. Mais on a une tonalité qui est quand même celle de la négociation, une négociation qui est très musclée, une négociation qui est en tapant de la part de Trump avec énormément de bluff, mais ça, il a toujours fait ça, c'est-à-dire en annonçant le pire et en tapant sur la table pour ensuite céder chemin faisant et avoir des accords concrets. Donc j'insisterai sur ça. Oui, il y a un désordre, mais il y a quand même un élément de régulation qui est assez facile à voir quand même et qui est d'assurer le plus de sécurité en termes matériels pour les États-Unis. Et pour cela, en fait, Trump, qui a l'air jusqu'au boutiste, est en fait beaucoup plus pragmatique qu'on ne pourrait l'imaginer. Merci.
On arrive vers la fin de ce café citoyen. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions pour terminer. Moi, j'aurais une dernière question sur ce que tu viens de dire, David, mais quelle est que peut-on penser de la relation entre les États-Unis de Trump et l'Europe? Parce que est-ce que tu mets dans les perdants l'Europe? On voit quand même qu'on a une relation entre Trump et l'Europe extrêmement compliquée, avec de manière continuelle des menaces sur les droits de douane, je dirais, sortie de l'OTAN ou de l'affaiblissement de l'OTAN, les difficultés pour l'aide à l'Ukraine, etc. Comment Comment vous voyez les choses dans cette relation Trump et l'Europe? Alors, Bah, moi, Jean-Jacques, Trump a un profond mépris de l'Europe, hein. Il faut voir Oui, comment il a reçu la présidente de la Commission européenne dans une propriété privée en Écosse et comment elle a accepté de dialoguer avec Trump dans ces conditions-là. Il bénéficie d'un certain nombre de jokers à l'intérieur de l'Union européenne avec un certain nombre de pays qui lui sont favorables. Donc, je le citais tout à l'heure, la Hongrie, l'Italie, la Slovaquie. Il a aussi un certain nombre de pays qui sont proches de la Russie et qui sont prêts à accepter toutes les couleuvres du monde en provenance de Trump, dans la mesure où pour eux, l'adversaire principal, c'est Poutine. Donc l'Europe n'est pas en condition de répondre, si elle l'a jamais été, sur un sujet comme celui-là, de répondre de façon collective. Qui plus est, il y a des approches différentes sur un certain nombre de terrains, notamment dans l'économie, mais ça a des incidences aussi sur les questions de défense entre les deux pays qui sont les fondateurs de l'Europe, l'Allemagne et la France. Bon, Donald Trump le sait, Donald Trump le voit, et d'autre part, en ce qui concerne l'Ukraine, il l'a dit il y a plusieurs reprises, et sans s'en cacher, les Européens n'ont qu'à s'en débrouiller. D'où les pressions qu'il a exercées pour que les budgets de défense soient pratiquement doublés, ou même plus dans certains pays parce que les États-Unis n'avaient pas l'intention de poursuivre leur protection, la protection qu'ils assurent, entre guillemets, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et la protection qu'ils assurent aux Européens. Donc l'Europe n'est pas, par ailleurs, d'un point de vue géostratégique, mais elle l'était pas non plus pour Biden, elle l'était pas pour Obama, le front principal. Le front principal se trouve en Asie. Et il faut bien voir que les mesures tarifaires qu'a pris Trump visent la Chine pour l'essentiel. Ce qu'il a fait à Panama vise la Chine. Le volet militaire n'a pas été oublié. Il a accordé il a de projets de fourniture d'armement extrêmement importants à Taïwan, alors que les Chinois de Pékin ont toujours considéré que les ventes d'armes à Taïwan étaient un casus belli diplomatique important. Et donc le rapport à l'Europe, oui, pardon, à mon avis, le rapport à l'Europe n'est plus, depuis longtemps, mais là, c'est devenu très clair, une priorité pour les États-Unis. D'accord. Ben, nous avons une dernière question de Xavier. Oui, Xavier, bonjour. Xavier, oui, président de la section Cuba, Français du monde, et puis conseiller des Français de l'étranger, de la CIRCO, Cuba, Panama, Jamaïque. Je me permets juste de faire une question rapide pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à Taïwan, parce que un des scénarios qui est en train de s'élaborer à Cuba, c'est que on attend une aide massive de la Chine, et qui vient un petit peu comme à l'époque l'Union soviétique sauver le régime et qu'il y aurait en quelque sorte
un échange de Cuba qui serait dans le giron américain et de Taïwan qui se reviendrait dans le giron chinois. J'aimerais savoir un petit peu quel serait votre avis par rapport à cette hypothèse ou par rapport à ce qui pourrait se profiler dans une configuration comme ça. Ça, alors je vais peut-être, ouais, David? je prends le relais, oui. Merci pour cette question qui est très intéressante. Je n'étais pas tout à fait, je suis pas du tout au fait de cette transaction, de cette possibilité. Mais en essayant de faire un effort d'imagination placée dans la trajectoire historique, je pense que c'est quelque chose de relativement difficile mais dans l'absolu plausible. C'est-à-dire qu'on a vraiment, pour le coup, une espèce de politique qui est celle l'idée de protectorat le reflète, hein, l'espèce de nouveau protectorat du Venezuela reflète quand même qu'on est dans une logique impériale d'une certaine façon. Et quand je parlais du pragmatisme, d'ailleurs, en ligne, j'ai vu une objection à l'idée que Trump soit pragmatique. Il est pragmatique vis-à-vis, je précise, de ses propres intérêts tels qu'il les conçoit, des intérêts de l'économie états-unienne. Donc, si à un moment donné, il faut négocier pour pouvoir favoriser ses intérêts, il le fera. Il n'est pas dans une approche de guerre absolue, juste pour montrer qu'il a beaucoup de testostérone et qu'il est capable de vaincre n'importe qui. Ça, c'est beaucoup dans l'ordre du bluff, cette espèce d'attitude va-t-en-guerre et fait partie du bluff dans une attitude qui, quand il s'agit de favoriser les intérêts de l'économie états-unienne, est beaucoup plus nuancée ou peut-être beaucoup plus nuancée. Donc, une fois cette précaution prise en termes d'interprétation, on pourrait imaginer un échange de bons procédés entre deux empires, la Chine et les États-Unis. C'est plausible. Je trouve que c'est difficile dans la mesure où des négociations de ce type-là, qui ne soient pas de l'ordre du commerce entre la Chine et les États-Unis, je les ai pas vraiment en tête. Donc, je serais surpris de voir un tel niveau de négociation politique se mettre en place ou diplomatique entre les deux puissances. Mais c'est plausible. Voilà, je peux pas dire beaucoup plus. L'avenir nous le dira. Bon, nous allons donc conclure ce café citoyen. Je pense que ça a été extrêmement riche. Oui, 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 je vais donner la parole, vous donner la parole pour que vous puissiez faire une conclusion à ce café citoyen. Mais avant cette conclusion, je voulais quand même vous remercier. Il me semble que ça a été extrêmement intéressant et que d'une certaine manière, vous vous êtes complété dans vos interventions. Donc, pour conclure ce café citoyen, eh bien, je voudrais vous donner la parole juste quelques minutes pour que vous puissiez faire une dernière déclaration, un dernier commentaire. On commence par toi, Jean-Jacques? Non, moi, j'aurais simplement deux choses à dire en conclusion, c'est que Trump exerce de telles pressions, y compris sur des gouvernements amis, dont beaucoup ont des relations qui pour eux sont extrêmement stratégiques d'un point de vue économique et commercial avec la Chine notamment. Hein. Même l'Argentine a besoin d'une bonne relation commerciale avec la Chine. Il peut y avoir des coopérations résistantes qui apparaissent a priori assez inattendues. Ces dernières années, on a beaucoup parlé du Sud profond, qui est une formule qui pour moi m'a paru toujours assez vague, puisque la Russie, la Turquie entraient dans le Sud profond. Bon, euh, en réalité, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que il y a la tentation pour un certain nombre de pays, y compris les pays amis de Donald Trump, de faire un jeu d'équilibre, en particulier sur les questions commerciales avec la Chine. Et il y a même des pays qui étaient de grands alliés, de grands amis des États-Unis, comme le Canada, qui font preuve d'une capacité de résistance assez inattendue. Et le Premier ministre canadien a notamment lancé un appel à une union des puissances moyennes, qu'elles soient sud-américaines, asiatiques, européennes, pour essayer de faire une espèce
un espèce de front du refus, au moins au niveau commercial. Et on voit l'Inde, c'est extrêmement intéressant. L'Inde, qui est membre des BRICS, comme le Brésil, a signé, on ne sait jamais, pour veiller au grain, a signé un accord commercial avec les États-Unis, mais en a signé un autre avec l'Europe et a de très bonnes relations avec le Brésil. Donc, on a comme ça des alliances qui auraient pu paraître, il y a 2 ans, comme totalement improbables. Pour le reste, il ne faut pas oublier quand même ce qu'est Donald Trump et qu'un commentariste du journal espagnol El País a très bien résumé. Je me permets de lire ce qu'il a écrit au sujet de la politique de Donald Trump. La politique extérieure de Trump ne suit pas les voies traditionnelles d'alliés contre adversaires, de démocratie contre autocratie, ni de concurrence stratégique contre coopération. Ses calculs sont plus simples. Si l'autre partie a quelque chose qui l'intéresse, la question est la suivante. Cette partie a-t-elle la capacité de riposter et de le faire efficacement? Si la réponse est non, il passe à l'action. On l'a vu au Venezuela. Si la réponse est oui, il négocie pour trouver un accord. Bon, il négocie effectivement actuellement sur le Groenland avec le Danemark qui est soutenu par un certain nombre de pays européens. Donc cette remarque paraît résumer très bien en 3 lignes ce qu'est exactement la politique extérieure de Donald Trump. Merci Jean-Jacques. David, est-ce Oui, que tu oui, veux oui. prendre la parole en dernier commentaire? Ouais, juste un mot. On peut s'attendre effectivement à des réalignements et des stratégies diversifiées d'acteurs. Je dis toujours la même chose à ce genre de questions-là. Les crises sont toujours propices à quelque chose. Une crise est toujours un moment où quelque chose peut ressortir, se constituer. C'est jamais un point final, un vide total. Donc, on pourrait voir effectivement sortir de cette crise quelque chose de différent. Un type de multilatéralisme à géométrie variable. C'est difficile de penser à l'ONU pour quoi que ce soit comme solution dans le futur, mais effectivement des ensembles de pays qui vont négocier peut-être des alliances entre eux, diversifier les canaux et les voies d'échange commercial. La vertu de de ce moment trumpien de force et d'hubris, c'est de montrer aux autres qu'il faut être prudent et qu'il faut diversifier ces échanges commerciaux. Donc le gros de la régulation qui peut se faire et se mettre en place, c'est-à-dire ce nouvel ordre, si on veut, qui remplacerait le désordre, ça serait pas du côté d'un alignement politique, pas du côté d'une identification de gouvernement sur une cause commune, mais d'un grand pragmatisme aussi sur la nécessité, parce que c'est la tendance aujourd'hui, de chaque État de garantir sa propre souveraineté, de sa propre sécurité. Donc ces intérêts, d'une certaine façon égoïstes, un auteur allemand qui s'appelait Max Stirner, parlait d'associations d'égoïstes. Je pense que c'est des associations d'égoïstes qu'on peut voir naître, c'est-à-dire des États qui se sont rendus compte qu'ils étaient très fragiles car ils dépendaient trop de leurs échanges avec les États-Unis. Donc, on peut s'attendre effectivement à une diversification des échanges, mais je crains que ce ne soit pas, pour avoir une vision peut-être encore plus positive, ce ne soit pas forcément un nouvel ordre fondé sur des valeurs comme on avait pensé qu'on pouvait le construire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Merci. Bon, nous allons donc conclure ce café citoyen. Ouvrez vos micros et nous pouvons applaudir nos analystes d'aujourd'hui, Jean-Jacques et David. Ou utilisez la réaction en bas de votre écran. Voilà, Oui. vous pouvez envoyer Il y en a déjà de des nombreux. applaudissements. Merci, bravo, merci beaucoup. Merci. Et encore merci. Hein. Bravo. Oula, Un feu d'artifice. Merci François pour cet espace privilégié de discussion. Merci beaucoup. oui, Merci à l'audience en on pourra général. même penser le refaire dans quelques temps.
parce qu'il va y avoir un nouveau et c'est Très sûr. bien. Merci à vous Merci, tous. bonne fin de journée pour les Bonne fin de uns journée. et début de journée Bonne pour les fin de autres. journée. Au À revoir. bientôt tout le monde. Au revoir. À À bientôt. bientôt. Bonne fin bientôt. de journée.